tout le monde, Donald Trump, Elon Musk, la vérité, un trio qui semble assez peu compatible. Il fallait s'y attendre, hein. Il se passe actuellement un vaste shitstorm avec 2 drama queens pendant le mois de la fierté, c'est assez amusant. Et j'aimerais commenter cela du point de vue des réactions que cela suscite au niveau de la composphère, de la magasphère, des gens qui adulent Trump et Musk. En général, ça allait ensemble, en tout cas depuis le mois de novembre. Et donc, je vais faire un petit historique, mais introduction avant de refaire cette chronologie. On a les 2 figures les plus adulées de la complosphère, États-Unis bien sûr, mais y compris en France, qui entrent en collision d'une manière qui était relativement prévisible, pour ne rien vous cacher, mais qui quand même se fait dans le sale, quoi. D'un côté, Elon Musk, le milliardaire visionnaire, autoproclamé défenseur de la liberté d'expression, surtout la sienne, et en face, Donald Trump, l'homme providentiel censé renverser l'État profond. Quand ces 2 héros s'affrontent publiquement, qu'est-ce qu'il faut faire ? Est-ce qu'il faut choisir son camp ? Est-ce qu'il faut reconnaître que l'un d'eux ment ? Est-ce qu'il faut accepter que leurs récits ne peuvent pas tenir ensemble ? Faire ces mouvements raisonnables, ça reviendrait à admettre qu'on avait tort d'en faire des icônes. Or, le complotiste a cela de particulier qu'il ne se trompe jamais. D'ailleurs, écoutez-les, ils vous diront, les complotistes, c'est ceux qui ont raison avant tout le monde. Il suffit d'attendre suffisamment longtemps. Donc, ils disent un truc, et puis on attend. On attend longtemps, et puis tant que c'est pas vrai, c'est qu'il faut attendre davantage. Le complotiste ne se trompe pas, il est pire que le zététicien casse-burne, il y en a. Le complotiste ne se trompe pas, pourquoi ? Parce qu'il a vu des choses que les autres n'ont pas vues. Lui, il est spécial, il a compris ce que vous et moi, nous refusons de voir. Alors forcément, il anticipe, il analyse, et il comprend qu'il se passe autre chose que ce qu'il se passe. Et ce qui se passe, c'est ceci. Le 3 juin, début des hostilités, Elon Musk se met à critiquer publiquement sur X, sa plateforme, la Big Beautiful Bill, donc le projet de loi de Trump qui prévoit des dettes monumentales. Et Musk n'est pas d'accord. Il qualifie cela d'abomination dégoûtante. Voilà, il est extrêmement virulent. Trump ne réagit pas. 4 juin, lendemain, Trump continue d'attaquer et il s'en prend à tous les républicains qui soutiennent cette loi. D'ailleurs, dans le camp républicain, ça commence à... Il y a plein de gens qui disent « Ah, moi j'ai signé, mais je l'avais pas lu. » Bon. Et puis, le 5 juin, on finit par forcer Trump à répondre à cela dans une conférence de presse avec la présence du chancelier allemand Merz. Et Trump explique qu'il est très déçu par Musk, que Musk savait exactement ce que contenait le projet de loi, et il affirme qu'il a aidé Musk à plusieurs reprises et que ce dernier manque de gratitude. Et puis un peu après, sur Truth Social, son site à lui, Trump accuse Musk d'être devenu dingue. He went crazy. Musk réagit sur X, et là, c'est le début du feuilleton. Lui accuse Trump d'être ingrat, et il écrit « Sans moi, Trump aurait perdu l'élection, les démocrates contrôlaient la Chambre, et les républicains seraient à 51-49 au Sénat. » Et il affirme avoir dépensé près de 277 millions de dollars pour soutenir Trump et les républicains lors des élections. Je place une parenthèse. Évidemment, c'est un gros investissement et peut-être qu'il estime qu'il n'en a pas eu pour son argent. Et donc de rappeler que lui a quand même mis beaucoup d'argent et que donc il faudrait que la démocratie soit à son service, ça indique bien que peut-être il y a un problème et que peut-être il ne faudrait pas que les démocraties puissent à ce point donner du pouvoir aux gens qui ont de l'argent. Trump contre-attaque sur Truth Social. Il menace de mettre fin aux contrats fédéraux de Musk et de supprimer les subventions à Tesla et à SpaceX. Je cite, « Le moyen le plus simple d'économiser des milliards, c'est de supprimer les subventions et contrats d'Elon. » Réaction immédiate d'Elon Musk qui dit « Make my day ». Vas-y, fais-moi plaisir. Et enfin, suite à cela, Musk lâche
une bombe, Donald Trump est dans les dossiers Epstein. C'est la vraie raison pour laquelle ils ne sont pas rendus publics. Bonne journée, Donald J. Trump. Et plus tard, Musk reçut un message qui appelle à la destitution de Trump. Steve Bannon a aussitôt appelé à expulser Musk, qui serait un étranger en situation irrégulière. Musk, tout récemment, a répondu que Bannon était un criminel dont le visage allait lire. Les échanges, voilà. C'est de la virilité. C'est des gens extrêmement stables mentalement qui échangent de manière virile et constructive autour de l'avenir de la plus grande puissance économique et militaire mondiale. J'enregistre cette vidéo samedi après-midi et peut-être que je vais rater des infos, mais on peut s'arrêter là et voir que il se passe clairement un embrasement accéléré, une dispute à un niveau... on dirait une shitstorm entre youtubeurs, mais c'est un niveau où l'un des deux a le bouton de l'arme nucléaire et l'autre a le pouvoir sur des plateformes et a volé les données personnelles des Américains. Alors, quelle réaction à cela ? Nous, vous et moi, on est des gens raisonnables. On voit bien que Trump et Musk, avec leurs égos extraordinaires, sont habitués dans leur parcours de vie à toujours gagner. C'est ça le grand truc qu'ils ont, c'est que c'est des hommes qui sont nés extrêmement riches et qui sont toujours extrêmement riches en dépit de déboires pour Trump, au moins. Et c'est des gens qui sont habitués à avoir ce qu'ils veulent, à toujours gagner et donc à toujours passer en force. Trump comme Musk sont toujours passés en force, ils ont toujours fini par obtenir ce qu'ils désiraient. Et là, ils sont face à face. Évidemment, si quelqu'un peut faire du mal à Trump, c'est bien Musk. Et si quelqu'un peut faire du mal à Musk, c'est bien Trump. Bon. Donc on constate qu'il y a un embrasement. Bon. Mais vous et moi, a priori, on n'avait pas un culte pour Trump et pour Musk, mais il y a des tas de gens qui leur vouent un culte, on peut le dire comme ça. Et donc, face à ce que je viens de vous décrire, une option serait d'être d'accord avec Trump dans ses critiques de Musk, une autre d'être d'accord avec Musk dans ses critiques de Trump, et une troisième serait de trouver que chaque critique est justifiée parce que les deux méritent qu'on les critique, ce serait la mienne. Et bien la complosphère, en bonne partie, fait le choix d'une option impossible, continuer d'aduler l'un et l'autre en considérant que cette dispute n'en est pas vraiment une. Et oui, sachez donc que Trump et Musk, en fait, ne s'opposent pas, ils coopèrent en secret, ils simulent leur querelle pour tromper leurs ennemis, pour détourner l'attention, pour tester la fidélité éventuellement des suiveurs et pour manipuler les masses. Et seuls les éveillés peuvent voir le plan. Mieux encore, toute évolution du conflit, qu'il s'intensifie ou qu'il s'apaise, pourra être justifiée a posteriori par la posture donc des leaders de la complosphère. La théorie est conçue pour résister à toute falsification. C'est un bunker mental et à la fin, dans 1 mois, 2 mois, 3 mois, les leaders complotistes pourront dire « Voyez, j'avais raison, ça mange pas de pain ». Pourquoi est-ce que ça marche comme ça ? Parce que ça a toujours marché comme ça. Je pense que c'est une belle occasion, cet épisode, de regarder un peu comment ça marche, la mentalité complotiste, au moins au niveau de ceux qui font commerce du discours complotiste. Voilà. Pas forcément ceux qui y adhèrent, et qui sont des gens relativement normaux, mais ceux qui sont les crapules, qui vendent des discours, qui en font la promotion, ces gens-là ne sont pas intéressés par la vérité. Et donc, c'est curieux, c'est que ils sont assez proches des milieux qui s'appellent les truth seekers, les chercheurs de vérité. Et en fait, peut-être qu'il y a des vrais chercheurs de vérité authentiques dans ces groupes-là, mais c'est pas la majorité, parce que la vérité, elle est difficile à exploiter aux dépens de ses ennemis. Il faudrait avoir raison. Et avoir raison, ça implique de faire des efforts pour se tenir au courant, pour être informé, et on ne peut pas dire ce qu'on veut, en fait. On est bridé par le réel. Alors que
le bullshit, le baratin, les balivernes, on est beaucoup plus libre de dire ce qu'on veut pour s'arranger avec un récit qui nous met en valeur. Et donc, ce qui compte, c'est pas que Trump ou Musk aient vraiment raison. Ce qui compte, c'est que ces personnages suscitent la haine du camp d'en face, qu'ils fassent enrager les journalistes, les intellectuels, les experts, les scientifiques. Tant que Musk et Trump feront hurler la bien-pensance, entre guillemets, tant qu'ils choqueront le monde, alors peu importe qu'ils mentent, qu'ils trahissent ou qu'ils se déchirent entre eux. Ils resteront des champions à défendre parce qu'ils décideront des sujets qui font le buzz, qui attirent l'attention et qui occupent tout l'espace démocratique et apportent aux supporters un sentiment de pouvoir dans l'horreur que la situation suscite chez les ennemis idéologiques. Leur efficacité, en fait, à ces personnages, Trump et Musk, se mesure à la haine qu'ils provoquent chez leurs opposants. Ils deviennent des armes identitaires plus que des porteurs de projets, des catalyseurs de colère, des distributeurs de ressentiment. Voilà quel est leur rôle. Et cela, cette revendication, entre guillemets, en creux, du rôle qu'ils représentent, ça passe par une étrange soumission. Et ce qui est étonnant, c'est qu'on a la population de la complosphère, de la magasphère, qui, sous des airs bravages de nous, on est les vrais rebelles, sont les gens les plus soumis du monde. Ils sont soumis à l'adulation de personnages complètement imprévisibles, et ils les suivent. Et c'est étonnant à quel point on a cette soumission mentale qui est l'antithèse de ce à quoi croit ressembler un complotiste. En affirmant que le conflit est simulé, les complotistes reconnaissent, sans le dire, que Trump et Musk sont des menteurs, des manipulateurs, des cyniques capables de trahir même leurs alliés, et pourtant ils les admirent, ils les défendent, et ils les servent avec une dévotion qui frôle le fanatisme et qui des fois en est tout à fait. Ils placent leur confiance aveugle dans des figures qu'ils savent fondamentalement déloyales, tout en traitant les autres de moutons. Alors on pourrait trouver ça irrationnel, incohérent, presque pathologique. Je sais bien la tentation qu'on a de trouver que c'est tellement fou que ça ne peut être expliqué que par la folie. Mais justement, faisons un peu de pensée critique, calmons-nous dans nos jugements, peut-être qu'on rate l'essentiel. Peut-être que le comportement qu'on voit dans cette complosphère qui nous paraît fou, il n'est pas stupide, ou pas totalement stupide, parce qu'il y a une autre dimension plus importante, il est d'abord tribal. Et quand on regarde ça sous cet angle, peut-être qu'on peut être à la fois charitable et très inquiet. Le dégoût que la posture provoque chez les adversaires, c'est précisément ce qui la renforce. Plus vous êtes choqué par le cynisme de Trump et de ceux qui le défendent, plus ils sont confortés dans leur certitude d'avoir raison. Parce que si le camp d'en face trouve que c'est insupportable, et comme on trouve que eux sont insupportables et ont tort, alors on a raison. Et donc c'est la polarisation qui est au cœur du problème. Elle est telle, cette polarisation, qu'il ne s'agit plus de proposer un projet viable. On n'en est plus là. Ce qui compte, c'est de défendre tout ce qui peut faire mal au camp d'en face. Et notamment le projet de loi qui fait des coupes budgétaires qui profitent aux plus riches, puisque en même temps ça coupe les aides sociales et que nous là, on veut faire du mal à ceux qui sont pour les aides sociales, alors on va valider, en tout cas c'est là-dessus que Trump va parier, évidemment. Et cette stratégie, elle n'est pas inefficace, parce qu'elle renforce la cohésion du groupe. Elle donne un sentiment d'appartenance, de résistance, une illusion de pouvoir survivre un peu plus fort que si on ne le faisait pas. C'est une version politique et numérique de l'instinct de meute. Dans un monde perçu comme hostile, tout ce qui resserre les rangs est vu comme une force. Et ça, on peut l'expliquer d'un point de vue darwinien, en s'intéressant à notre place dans l'évolution de notre lignée. Nous, vous et moi, et même ces gens-là, nous sommes les descendants de ceux qui, avant nous, ont survécu aux conflits, aux guerres, aux persécutions. Notre cerveau est équipé pour détecter des menaces et pour réagir par l'affiliation
au groupe. Quand ce groupe croit, plus ou moins sincèrement, qu'il est menacé par le fluor dans l'eau du robinet, par le graphène, par la 5G, par le wokisme, alors il se regroupe autour de celui qui va crier le plus fort, peu importe qu'il soit un charlatan. L'important, c'est que c'est la personne qui nomme l'ennemi, qui a identifié un problème, et donc qui, potentiellement, peut être celui qui va nous aider à survivre en effaçant cette menace. Notre attirail cognitif, il marche très bien, mais il compte des raccourcis mentaux, les biais cognitifs, on les connaît bien, qui plaident pour des stratégies radicales, extrêmes, qui visent la destruction de ceux dont on croit qu'ils veulent nous détruire. Et ça, c'est très dangereux, parce que ça débouche sur le culte de la personnalité, qui n'est pas uniquement seulement, ou pas vraiment une stratégie politique, c'est une maladie en fait. Ce culte de la personnalité comme refuge contre l'inquiétude face à un monde où l'incertitude est insupportable, c'est une pathologie de la pensée critique. Oui, je dis le mot pathologie, pardonnez-moi, mais je pense que on peut le dire. C'est pas que les gens sont malades, c'est que le corps social est malade. Cette manière de voir le monde transforme des figures autoritaires en totems d'identification et elle prépare les esprits à tout accepter. L'arbitraire, le mensonge, la violence, dès lors qu'elles viennent du bon camp. Et je vous rassure, je pense qu'on a des mécaniques du même genre de l'autre côté de l'extrémisme politique, et on peut être d'extrême centre d'ailleurs. Ne nous leurrons pas. Et ce problème, c'est pas un combat des chefs qui va le régler. C'est pas comme ça qu'on va soigner un peuple qui est intoxiqué à un tel degré, et le niveau d'intoxication des États-Unis, il est fort, mais par chez nous, on n'est pas loin derrière. Ce qu'il faut, c'est un traitement de fond. Une désintoxication progressive qui passerait par une reconquête du réel. Se rappeler que le vrai est important et que la fiabilité de celui qui veut nous diriger, être capable de prédire comment il va aborder telle ou telle question, en fait, c'est plutôt bien. Pour une démocratie. Il faut valoriser la critique lucide et rationnelle de tous les discours, parce qu'on a besoin d'avoir confiance. Et c'est pas du tout ce qui se passe dans la complosphère, qui est avant tout, et j'en finirai là, avant tout une dérive collective de gens qui ne savent plus à qui faire confiance, et qui, entre une étude scientifique qui démontre des choses et un type qui parle très fort et qui désigne des ennemis qui nous paraissent être en effet des ennemis, alors on choisit mal, on se trompe et on balance à la poubelle les études et on accepte qu'on mette des mots interdits dans les publications, on accepte que le pouvoir puisse sanctionner des chercheurs qui ne disent pas ce qu'il faudrait dire sur le réel, parce qu'on met la priorité à la défense de la tribu qui pourrait nous défendre, croit-on. Et donc le tribalisme est l'ennemi de la pensée critique, est l'ennemi des sciences, et in fine, la démocratie pourrait ne pas s'en relever en fait. Voilà ma petite analyse sur l'épisode calamiteux, étrange, explosif du combat entre Trump et Musk, et sur la réaction que cela suscite dans une population où on aurait pu attendre que cela fasse un électrochoc et qu'ils se disent « mais en fait, ces mecs sont des guignols ». Ils font comme s'ils étaient les meilleurs amis du monde, ils dépensent des millions l'un pour l'autre, et puis d'un seul coup, l'un appelle l'autre à être destitué, et l'autre dit que le premier est fou. Ils se sont foutus de notre gueule, on devrait arrêter de les croire. Bon, cette réaction saine d'un esprit critique qui s'exerce sur l'adhésion qu'on aurait pu avoir sur les discours de ces deux personnes, c'est un mouvement qui est compliqué en fait. C'est de la gymnastique de haut niveau, c'est un grand écart. Et moi je ne suis pas très très souple, le grand écart je ne sais pas faire. Il y a des gens pour qui cette prise de recul critique sur leur adhésion, elle est aussi difficile et douloureuse qu'un grand écart. C'est pas que de leur faute. Et donc la réponse, elle est exactement comme pour les questions sanitaires, elle est collective. Il faut que collectivement, on s'aide les uns les autres à prendre
ce recul sur le niveau d'adhésion qu'on a sur les discours des gens. Et ce qui est valable pour Trump et Musk de manière évidente pour moi, l'est aussi pour tous les autres niveaux d'adhésion, à tous les discours qu'on pourrait avoir, à tous les dogmatismes qui nous guettent. Brûlons nos idoles sans immoler les gens et faisons évidemment très attention aux idées que nous acceptons de mettre dans notre tête. Des bisous, à bientôt.